Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Julien Talpin, directeur de recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, et co-auteur avec Olivier Estevez et Alice Picard d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Seuil intitulé « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes ». Bonjour Julien Talpin. Donc le sous-titre, c'est Enquête sur la diaspora française musulmane. En gros, c'est tous ces surdiplômés de confession, d'origine musulmane, on y reviendra, qui quittent la France, c'est ça ? Oui, absolument. C'est des gens qui, souvent à regret, en fait, Ouais. ont fait le choix de quitter la France alors qu'ils y ont grandi. Ils ont la nationalité française pour notamment s'épanouir professionnellement. Et 54% des gens qu'on a rencontrés, on avait un questionnaire, plus de 1000 personnes. 1070 personnes. Exactement, ont au moins un bac plus 5, ce qui n'est pas exactement le profil type des descendants de l'immigration en France, qui appartiennent majoritairement aux catégories populaires. Nous, c'est des gens qui ont connu une trajectoire d'ascension sociale, qui ont fait de belles études, parfois des grandes écoles, et qui se heurtent à un plafond de verre en France, et donc, du coup, font le choix de partir. Phénomène important qui pose problème, comme dit Foucault, à partir du moment où ça pose un problème, ça rentre dans le champ de la recherche universitaire. Il se passe quelque chose, effectivement, et ce d'autant plus que, comme je le disais, c'est des gens qui partent souvent à regret, en fait, qui auraient aimé pouvoir s'épanouir professionnellement en France, mais qui n'y sont pas parvenus. Phénomène massif ou pas ? Alors c'est dur, c'est la première enquête en fait qui concerne ce phénomène-là, y compris les enquêtes d'ailleurs sur l'ensemble des expatriés et des Français résidant à l'étranger sont assez floues parce que les gens bougent, se déplacent, sont pas toujours installés durablement, sont pas inscrits. Ouais, rappelons que la loi aussi française interdit de spécifier son ethnie, etc. Donc difficile pour vous. Difficile à quantifier. Après, il ne fait aucun doute que c'est un phénomène qui concerne plusieurs milliers, même probablement plusieurs dizaines de milliers de personnes partout en France. Principalement jeunes, effectivement. On a beaucoup de gens entre 25 et 40 ans. En fait, c'est des gens qui, à l'entrée sur le marché du travail, au sortir des études, en fait, sont effectivement souvent confrontés à des discriminations. C'est la première raison qu'ils mentionnent à leur départ. Qui partent souvent en famille aussi. Et donc, effectivement, c'est des jeunes actifs. Alors, on va être très clair. Confession et ou culture musulmane. Effectivement, alors nous, on avait un cadrage un peu large de notre enquête. On aurait pu d'ailleurs élargir encore. Au fond, on a fait ce choix de restreindre un petit peu pour que les gens peut-être se sentent plus directement concernés et répondent à l'enquête. Mais c'est un phénomène qui est plus large et qui concerne plus largement, on pourrait dire, les descendants de l'immigration postcoloniale, en particulier en France, qui soient ou non de confession musulmane, même si je crois qu'il y a un phénomène particulier en France de discrimination qui touche les personnes qui sont perçues comme musulmanes. On y reviendra. Dans votre enquête, vous dites qu'à peu près un tiers porte des signes publiquement visibles de leur confession musulmane. Un tiers seulement. Effectivement, on pourrait croire que ça ne concerne que des gens qui seraient extrêmement religieux, et en fait, pas tant que ça. C'est-à-dire, chez les femmes, c'est un peu moins de la moitié qui portent un foulard, par exemple, et chez les hommes, c'est beaucoup moins, évidemment, visible. Il y a la question de la barbe, mais bon, c'est pas toujours extrêmement distinctif. Et donc, il y a une très grande diversité, au fond, en termes de pratiques et de croyances religieuses. C'est pas tous des musulmans extrêmement intensifs, quoi. Afrique du Nord ? En termes d'origine, c'est des descendants, effectivement, beaucoup des immigrations marocaines, algériennes. Vous avez essayé aussi d'avoir Afrique subsaharienne ? Oui. Alors, on a moins de personnes, en fait, qui viennent d'Afrique subsaharienne, principalement parce que, comme on cadrait l'enquête autour des descendants et des personnes se définissant comme musulmans, il y a beaucoup de musulmans, en fait, évidemment, en Afrique subsaharienne et d'origine d'Afrique subsaharienne, mais ils ne sont pas forcément toujours perçus comme tels en France. En France, on associe beaucoup, en fait, l'islam au Maghreb, à l'arabité, alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Et donc, les gens, notamment les personnes noires, quand elles sont discriminées, c'est plus souvent en raison de leur couleur de peau que de leur religion supposée. Ouais. Je disais 1070 réponses à votre questionnaire, 139 entretiens approfondis, plus de femmes sur les entretiens parce que les hommes ont plus répondu au questionnaire, c'est ça ? Effectivement, mais on a voulu avoir le panel le plus diversifié et représentatif possible, et donc on a à peu près autant d'hommes que de femmes, effectivement, et des gens qui sont situés vraiment aux quatre coins du monde. C'était aussi une des surprises de cette enquête. Il y a des gens qui sont installés au Canada, au Royaume-Uni, mais aussi en Australie, à Singapour, en Amérique latine, dans des pays aussi limitrophes, en Suisse, au Luxembourg. C'est un phénomène global. Première raison, très claire dans votre enquête, 71% d'entre eux répondent qu'ils quittent la France à cause de ce que vous appelez, après vous, l'islamophobie d'atmosphère. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, il y a d'un côté les discriminations qu'on vit directement sur le marché du travail, en particulier. Ça peut être aussi parfois un peu à l'université ou dans l'espace public. Le Voilà. logement, etc. Le logement, effectivement. Mais il y a aussi en fait une ambiance. Et c'est aussi un élément qui est beaucoup revenu en fait dans les entretiens qu'on a pu conduire. C'est la surfocalisation en France sur la question de l'islam, sur les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, et qui crée une atmosphère oppressante au fond pour les personnes et qu'on a un peu marre au fond de voilà, ces controverses à répétition, souvent le fait d'être assimilé à des terroristes alors qu'ils se dissocient évidemment très, très clairement de tous ces actes-là. Et ça, c'est pesant. Et souvent, ce que nous disent les gens, c'est qu'ils n'ont pas envie non plus que leurs enfants grandissent dans cette ambiance-là. Et donc, ils cherchent simplement un cadre de vie plus apaisé. Ce qu'ils disent aussi beaucoup, vous l'avez retenu, je respire. Une fois qu'ils ont quitté la France, je respire à cause de cette islamophobie ambiante. Pour vous, islamophobie, c'est un concept réel ? C'est un terme qui est beaucoup contesté en France, mais qui est parfaitement accepté à l'échelle internationale. Que ce soit par les organisations internationales, comme l'ONU, le Conseil de l'Europe, des chefs d'État. Pourquoi on conteste à ce point en France ? Bon, je crois que c'est lié à la tradition au fond très sécularisée française. On a aussi été particulièrement marqué, je crois, par les attentats islamistes qui ont touché le territoire national, et donc ça crée une crispation particulière. Mais voilà. Il me semble que c'est une erreur de restreindre l'islamophobie à la peur de l'islam, au fond de la même façon que l'homophobie n'est pas la peur des homosexuels. L'homophobie, qui est condamnée pénalement, c'est l'ensemble des discriminations et des formes de stigmatisation et de violence parfois qui touchent. Et c'est la même chose pour l'islamophobie. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que les principales destinations sont plutôt des destinations occidentales. Le Royaume-Uni, le Canada, alors on trouve un peu de Golfe, mais la partie très occidentalisée, Dubaï, etc. Pourquoi, par exemple, la cohorte dont les parents étaient issus du Maghreb ne retourne pas plutôt dans le pays des parents ? Alors effectivement, c'était une des surprises de notre enquête aussi. 77% des gens qu'on a rencontrés sont installés dans des pays du Nord, pour le dire, le dire comme ça. Et ce qu'ils nous disent, au fond, c'est moi, j'ai été socialisé en France. Voilà, j'ai y compris l'habitude d'avoir des gens de toutes origines. J'ai pas nécessairement envie d'habiter dans un pays majoritairement musulman, ce qui reflète aussi ce que j'évoquais précédemment, à savoir qu'ils ont un rapport à la religion qui est très variable. Alors malgré tout, il y en a un certain nombre qui s'installent effectivement aux Émirats Arabes Unis, dans les pays du Maghreb. Le Maroc revient pas mal parce que l'économie y est particulièrement dynamique, peut-être davantage que d'autres pays, mais c'est pas la volonté première. Voilà, les gens nous Ils disent, veulent rester dans un pays occidental, quand même. Ouais, c'est ça. Moi, je suis français, j'ai grandi en France, et ce serait un choc trop important, au fond, un changement trop important par rapport à mes habitudes, à moi et à celles que j'ai avec mes enfants. Et donc moi, je veux vivre dans culturellement, je reste occidental. Absolument. Et je veux donc rester ça. Il y a aussi évidemment l'attrait du job. Je suppose que les jobs sont à la hauteur de leur diplôme au Royaume-Uni, au Canada et ailleurs. Alors effectivement, le profil des gens qu'on a rencontrés, c'est beaucoup des gens qui travaillent dans la finance, l'économie, des ingénieurs, l'informatique, et donc la médecine aussi. Voilà, la santé. Effectivement, la santé en fait revient pas mal, et donc la géographie des destinations dépend aussi un peu de là où il y a du boulot dans ces secteurs-là, quoi. Est-ce qu'ils souffrent quand même d'avoir quitté la France ? Ouais, c'est un départ à regret, en fait. C'est-à-dire que c'est pas rien. C'est aussi pour ça qu'on voulait consacrer un livre à ce phénomène-là. C'est-à-dire que c'est pas rien de quitter son pays. Et les gens, voilà, le vivre comme une déchirure, de mettre à distance ses parents, sa famille, ses amis. Voilà, c'est pas facile. Et l'herbe est plus belle, plus verte ailleurs ? 90% des gens qu'on a rencontrés ne veulent pas rentrer. Voilà, et donc les choses sont très claires, ils sont épanouis à l'étranger parce qu'ils progressent professionnellement, y compris matériellement. Ils nous disent qu'ils gagnent mieux leur vie. L'ambiance est un peu différente, et par ailleurs, ils ont des anticipations quant à l'évolution, notamment politique en France, avec la montée en puissance de l'extrême droite, qui les inquiète, et ils se disent, il n'est pas certain ils pensent que ça va empirer encore, voilà. Et donc ils veulent pas rentrer. Exactement. Même s'il y a peut-être des tentations de retrouver la France, parce que vous le dites aussi, beaucoup ont laissé une partie de leur famille en France. Effectivement, et c'est pour ça que le départ est difficile, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment d'avoir un peu lâché les leurs, hein, et donc leur famille, et ils reviennent régulièrement d'ailleurs, hein, pour les vacances, etc. Ils gardent des liens avec la France, et en même temps, souvent, ce qu'ils nous disent, c'est que les retours en France au moment des vacances, c'est aussi une forme de rappel de pourquoi on est parti. C'est-à-dire que quand je reviens et que je vais au supermarché, ou que je me balade dans la rue, et que je me fais traiter de sale arabe, je comprends en fait pourquoi je suis parti, j'ai pas très envie de rester. Vous parlez de fuite silencieuse, de fuite des cerveaux. Ça peut avoir un impact sur l'économie française au bout d'un moment ?
Alors, il y a quelques années, une enquête avait été conduite par l'OCDE, en fait, qui chiffrait le coût des discriminations à 150 milliards par an. Donc, c'est considérable. Bon, c'est pas facile à évaluer, et cette enquête elle-même était très précautionneuse, mais évidemment, ça a un coût, parce que on parle y compris de secteurs, en fait, où on est en manque de main-d'œuvre. En France, je parlais tout à l'heure du secteur de l'informatique, par exemple, également dans le domaine de la santé, où on manque de personnel médical, et donc c'est aussi des secteurs en tension qui perdent une main-d'œuvre qualifiée. C'est par ailleurs des gens qui ont été formés bien souvent à l'école publique et dans les universités publiques françaises, donc sur lesquels on a investi et dont on n'a pas le retour sur investissement, et donc il y a une forme de gâchis dont nous font part les personnes qu'on a rencontrées. Qu'est-ce que ça nous dit sur notre société ? Ça nous dit, je crois, la difficulté à composer avec sa diversité consubstantielle. C'est-à-dire que la France a une histoire qui était aussi liée au colonialisme, qui a des liens indéfectibles, au fond, avec l'Afrique en particulier. Et on a du mal, je crois, à regarder en face cette diversité dont la société française est aujourd'hui l'héritage. Et il y a des choses à inventer de ce point de vue. C'est quand même surprenant que ce soit normalement des super diplômés qui s'intègrent le moins. On peut comprendre, enfin c'est peut-être contre-intuitif ce que je dis, on peut comprendre que ceux qui n'ont pas de diplôme ont vraiment des difficultés, mais ceux qui sont super diplômés, non, enfin on a du mal à le comprendre. C'est pas ceux qui s'intègrent le moins, c'est aussi ceux qui ont les moyens de partir, parce que ça a un coût aussi de partir, émotionnel, mais aussi financier, et donc ça explique la surreprésentation des diplômés, mais on a aussi beaucoup de gens qu'on a rencontrés qui, au fond, au regard des discriminations qu'ils peuvent rencontrer, aimeraient partir, mais c'est pas si simple. Merci beaucoup Julien Talpin pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux. Au revoir. RFI et France 24 présentent. Cette année, la grande finale du Challenge Up Afrique s'est déroulée à l'Institut français de Côte d'Ivoire. L'occasion de convier nos partenaires pour un moment d'échange autour des solutions numériques au service des énergies vertes, thématique de cette 8e édition. C'est durant l'enregistrement de l'émission RFI C'est pas du vent spécial Challenge Up Afrique que le grand vainqueur du concours a été désigné. Bonjour Abidjan! J'ai la joie et l'honneur de remettre le prix Challenge Up Afrique de la 8e édition à Divin Kouebatuka. Félicitations. C'est donc la Green Box. Bravo Divin Kouebatuka, votre réaction, on est ravis pour vous. Merci beaucoup, je suis ému. Le prix coup de cœur Digital Energy Facility a également été remis à Nora Monet pour son projet Green Aid. Bravo! Une finale mémorable qui sonne la fin de cette 8e édition, rendue possible par la qualité des projets reçus et l'implication de notre jury d'experts et de nos partenaires. En Chine, être féministe est un véritable combat.
La Chine est comme une boîte noire déconnectée du monde. Notre fille pense que si elle est heureuse seule, on sera satisfait. Mais ça ne nous suffit pas. Certaines se battent sur scène. En fait, les femmes ont besoin que nous nous exprimions pour elles. Et d'autres ont été contraintes à l'exil. Il y a l'oppression politique et la société civile est de plus en plus fermée. Ce qui m'impressionne, c'est d'avoir enfin un endroit pour exprimer ma colère. Reporter, un nouveau numéro, à voir sur France 24 et france24.com. Trop souvent, les quartiers de France font les gros titres pour des affrontements entre bandes rivales. Chartres fait partie des agglomérations où la situation a échappé à tous, laissant pour mort 2 adolescents en 2020 et plusieurs sursauts de violence depuis. Dans un documentaire puissant, Yacine Barek est allé à la rencontre de jeunes et d'éducateurs pour comprendre les racines de ces drames. La violence en vrai elle est grande, mais nous, on se dit c'était rien en fait, parce que c'est entre nous. Ils ont banalisé cette violence, pour eux elle fait partie du quotidien. Nous aussi en tant qu'adultes, on a eu des défaillances. Sans le savoir, les jeunes prennent cet héritage-là et continuent ces violences. Mon fils, lorsque la police t'arrête, c'est moi que tu menottes. Anatomie d'une rixe, c'est dans Pas de quartier et c'est sur France 24. Pas de quartier, présenté par Ségolène Malter, à voir sur France 24 et sur france24.com. Événement. Mesdames et messieurs, faites vos bagages, la France vous attend. Destination Paris, pour suivre en direct l'événement sportif le plus attendu de l'année. On se prépare pour créer un exploit. Des chroniques hebdomadaires, des invités d'exception. C'est la fête, le sport, et il faut que ça reste comme ça. L'ouverture des Jeux est imminente. C'est bientôt, soyez prêts. Destination Paris avec France 24.